Bonjour, aujourd'hui c'est avec beaucoup de joie que j'ai une invitée que je connais bien et qui a déjà fait une première session sur l'alimentation. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème très intéressant, le psychotrauma, et puis l'impact de nos blessures qui peut avoir, on va dire, des répercussions sur notre alimentation. Et je vais me faire une joie de laisser le docteur du truc Camille, qui est médecin, mais nutritionniste, et formé dans plusieurs approches. Donc, je te donne la parole, Camille. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le psychotrauma et comment ça, quel est le lien entre l'alimentation et le trauma? Bah déjà, dans l'alimentation, on peut considérer qu'un des trois besoins qui déclenchent une prise alimentaire, c'est entre autres un besoin émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est franchement autorisé et à légitimer, ce qui n'est pas fréquent en fait encore aujourd'hui en France et dans les approches notamment sur le plan médical, parce que tout simplement dans nos études de médecine, on n'est pas formé à ça. C'est-à-dire que ce qui se résume à la psychologie, c'est la psychopathologie et notamment la psychiatrie avec voilà, les troubles vraiment sévères. Et encore, on n'apprend pas dans notre tronc commun à communiquer, à parler, à comprendre ces types de personnalités-là. Et ce qui est déjà un problème en soi, déjà pour ces gens-là. Mais du coup, sur un plan plus large, dans les consultations, on n'a pas cette approche globale de la personne dans ses souffrances émotionnelles et dans ses blessures. En fait, on néglige ça, pas par, pas par mauvaise volonté, pas par négligence, mais vraiment plus par mésinformation, en fait, hein. Un Et manque de puis, connaissances. ouais, voilà, par absence de connaissances, et puis parce que clairement, on apprend à soigner des maladies, à gérer tout ça, mais pas à faire ce lien entre le corps et l'esprit. En tout D'accord. cas, pas encore aujourd'hui. Et là où c'est important, c'est qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce qui crée les désordres, c'est pas forcément toujours une maladie au point de départ, mais du moins que cette maladie, à un moment donné, elle est liée à quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un désordre à un moment donné. Et ces désordres, on sait de plus en plus qu'effectivement, ça crée des états de figement, des états de tension musculaire, de tension ligamentaire, enfin voilà, articulaire aussi, parce que tout, il y a des zones de résistance en fait, hein, tout simplement. Et que quand il y a un trauma, euh, et je te laisserai le soin de rappeler peut-être la définition des traumatismes, mais effectivement, il y a un point de cristallisation dans le corps, donc de résistance et de tension. Et si ça ne s'évacue pas correctement, si la réponse de survie n'est pas achevée, ça bloque en fait hein, Mm. une certaine forme d'énergie, on va dire ça comme ça. Mais pour reprendre sur le trauma, parce que c'est vrai que euh, on va faire une définition simple que j'aime beaucoup, Hum, qui est issue de la théorie polyvagale, mais un trauma, bah, c'est un figement. Et donc cette information, c'est comme un dossier trop gros hum, qui n'a pas été digéré. Et donc que le corps, le cerveau et le système nerveux doit évacuer. Donc, par des techniques différentes, hein, donc, dont le MDR, la thérapie, la méthode Brunet, toutes les méthodes qui sont dites pour le trauma, tout simplement. Et s'il y a des TCA à côté, eh bien évidemment, il faut aller voir quelqu'un qui est formé en nutrition et surtout dans les approches où tu es formé. D'ailleurs, hum. c'est là qu'on va en venir. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la méthode Gros? Alors, maintenant, d'ailleurs, le nom a un petit peu évolué, parce qu'il a rajouté la prise en compte des troubles des conduites alimentaires. Et donc, c'est vraiment une approche qui se veut
bienveillante et vraiment centrée sur la personne plus que sur le poids en tant que tel, parce que le poids, c'est jamais que la conséquence de tout un tas de choses, c'est la résultante, mais en soi, au point de départ, il y a autre chose qui a conduit à cette prise de poids, ou à cette perte de poids d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette approche, au moins, a le mérite de dire tout ce qui se passe, c'est OK, et c'est une réponse à quelque chose. Et donc, ça permet aux personnes de se sentir aussi un petit peu entendues et légitimées dans leurs besoins, et même si c'est forcément quelque chose de parfois difficile ou qui a été source d'échecs, c'est quand même aussi valoriser un petit peu le parcours de ces personnes-là et leur permettre de comprendre que, ben, en fait, c'est pas une fatalité et que simplement il faut retravailler ses voies, en fait, hein, tout simplement. Et là où c'est intéressant dans cette approche-là sur le plan des blessures émotionnelles, c'est qu'effectivement, parfois, comme le besoin alimentaire peut être un besoin émotionnel tout simplement, ça ne suggère pas forcément qu'il y ait besoin d'avoir la faim. Il n'y a pas forcément de faim parce que c'est simplement une envie de manger émotionnelle. Et donc, simplement, dans cette configuration-là, euh, le, le besoin à soulager, c'est l'émotion en fait. C'est pas tellement la sensation physique de faim, c'est vraiment la sensation physique entre guillemets d'émotion quoi. Et parfois dans les situations les voies d'activation des traumatismes, il y a ce chemin rapide en fait hein, de l'amygdale qui décharge et qui dit voilà, il y a besoin d'une réaction immédiate. Et chez beaucoup de personnes, finalement, on s'aperçoit que elles sont pas capables de dire ce qu'elles veulent manger ou elles n'ont même pas le temps d'avoir conscience qu'elles sont en train de manger. C'est-à-dire que ça se fait de façon automatique. De la même façon que quand on conduit une voiture, on passe l'embrayage assez facilement sans avoir à se dire ah, je vais passer l'embrayage parce que je suis en train de passer au-dessus en termes de vitesse, etc., etc. On fait ça en mode automatique en fait, c'est quasiment inconscient. Et ça arrive souvent que les personnes à la fin de leur crise de boulimie s'arrêtent et disent ben, je ne sais quasiment pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment je suis arrivée du début de la prise alimentaire à la fin. Et c'est seulement une fois que c'est fini que la mise en conscience se fait. Donc c'est bien quand même qu'il y a un fonctionnement automatique et de survie et de gestion, et que c'est une voie adaptative. Simplement, là où ça devient embêtant, c'est quand c'est quelque chose qui devient dysfonctionnel, qui n'apporte pas la résolution du trauma, qui n'apporte pas une réponse satisfaisante aux besoins, et en plus qui a des conséquences sur, selon les personnes, l'estime d'elles-mêmes ou des conséquences physiques, parce que le surpoids, l'obésité, ça peut créer des problématiques articulaires, des douleurs digestives, enfin voilà, tout un tas de conséquences physiques et psychologiques qui du coup deviennent un vrai problème avec un grand P, quoi. Mais c'est pas voilà, juste une question de volonté ou de choix des aliments, c'est une question aussi de comment ça se passe à ce moment-là quand on a été sujet à des traumas en fait, hein. Mm. Et quand on a été sujet à des traumas, euh, donc il y a les émotions hein, qui Oui. débarquent, ou contenues ou ressorties, hein. Mm. Et donc ces émotions, elles sont pas bien digérées, hein, façon de dire, ou elles sont restées là. Mm. Et je fais des jeux de mots aujourd'hui. Et mais en tout cas, sur le plan du trauma, ah, voilà, une émotion, c'est une énergie. Si elle n'est pas ressortie, elle se retourne contre nous. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, enfin, voilà, sur le plan émotionnel? Parce que on entend souvent les émotions, Mange mes émotions. voilà. Alors déjà, peut-être un exemple qui peut être un peu plus concret pour les personnes, c'est parfois les gens qui n'osent pas, par exemple, parler ou qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, qui vont avoir cette sensation de tension dans la gorge. Bah, en fait, finalement, c'est un peu pareil, ou quand on a quelque chose de très important à dire, voilà, on sent que ça se crispe, ça ne veut pas sortir, voire même il y a des gens qui ont des extinctions de voix ou qui font des laryngites alors qu'ils
ils ont croisé personne pendant 15 jours, donc aucune virose possible, mais ils ont vraiment cette sensation de crispation. Ce qui veut bien dire qu'il y a un état de tension, au moins au point de départ psychologique, qui a induit une tension physique. Et c'est un peu pareil pour les émotions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent euh, j'ai super envie de manger, il faut vraiment que je mange, j'ai faim, etc., etc. Puis, en fait, ils sont pas capables de dire de quel aliment ils ont besoin. Mm. Il n'y a pas d'aliment particulier qui leur fait envie. Il n'y a pas de... Voilà, moi je dis souvent, il faut, dans ces cas-là, quand on a envie de manger mais qu'on ne sait pas quoi, déjà se présenter peut-être devant le placard ou le frigo et voir si, bah, est-ce que ça me fait envie? Oui, non. Si c'est non, on passe à un autre aliment pour sonder un petit peu les choses. Quand on peut le faire. Euh, et bien souvent, on s'aperçoit que quand il n'y a rien qui vient, c'est peut-être pas qu'on a envie de manger quelque chose, c'est peut-être aussi un message indirect pour comprendre qu'il y a une émotion qui n'a pas été remontée. Mm. Euh, et parfois, ça arrive, les patients disent, ben, c'est vrai que finalement, je m'aperçois qu'aucun aliment me fait envie, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui me tente. En fait, finalement, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment envie de manger. C'était peut-être plus finalement une colère ou une sensation de tristesse ou quelque chose à atténuer, à adoucir, à apaiser. Et en fait, parce qu'ils ont appris à répondre à leurs émotions et à les étouffer par l'alimentation, ça Mm. décharge sur cette voie-là. Mais on entend souvent parler aussi, toi, qui est médecin traitant aussi, tout ce qui est lié au tube digestif. Et dès qu'il y a des gros stress, chocs, euh, il y a, enfin, on va dire que c'est directement attaqué, hein, donc tu dois recevoir souvent des consultations suite à ça. Oui, Donc, parce que quand il y a des TCA, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a une maltraitance hein, du corps. Faut pas avoir peur de dire ce mot-là. C'est pas quelque chose de négatif. C'est simplement que cette maltraitance, elle est le reflet d'une une maltraitance qui a été vécue avant, hein, bien souvent dans l'enfance. Et donc, euh, cette maltraitance émotionnelle, elle engendre aussi une maltraitance physique pour le patient, avec parfois des efforts de vomissement volontaires. Et l'estomac, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour vomir si on a un aliment toxique qui est ingéré, s'il y a une problématique. Euh, le système digestif intestinal notamment, c'est pareil, intestin côlon. Voilà, si on a un mécanisme de stress, on peut avoir besoin d'aller à la selle parce que ça permet de s'alléger. Et tout ça, finalement, c'est coordonné par le nerf vague. hmm. Donc, le nerf vague, qui est un des principaux régulateurs du système nerveux, et donc effectivement, on comprend vite que s'il y a un bug à ce niveau-là, c'est toute une chaîne en fait d'organes qui dysfonctionnent derrière. Hein. Alors, Hmm. ça ne se voit pas tout de suite et immédiatement parce que c'est sur le long terme, c'est sur une réponse chronique que ça va commencer à se voir. Mais effectivement, il y a toute une stratégie de régulation à remettre en place pour apaiser les choses. Mais on ne peut pas apaiser correctement physiquement si on n'apaise pas aussi euh, psychiquement, parce que les deux s'entraînent en fait, hein, finalement. Et donc, si on fait un petit résumé des conséquences du trauma sur l'alimentation, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Quelles sont les Bah, conséquences? bon, pour Et comment on peut, après on verra peut-être en deuxième partie, parce que là je te fais deux questions en une, et après comment on peut s'en sortir? Oui, eh ben, les conséquences, elles sont bien souvent, alors si on prend par rapport aux patients, du point de vue des patients, ce sera le poids. Ce Mm. sera quasiment majoritairement tout le temps le poids ou en tout cas un problème d'apparence physique, d'estime de soi, donc une dysmorphophobie en fait. Hein. Euh, et après, ce qui viendrait au second plan, ce sera
plutôt les problématiques de douleurs physiques, c'est-à-dire les douleurs gastriques, les douleurs intestinales, les problèmes de transit, et puis ensuite les problématiques plus d'ordre articulaire ou en tout cas musculo-squelettique, parce qu'il y a une modification du corps en fait, hein, dans sa globalité. Voilà, on passe un petit peu sur toutes les problématiques des carences, des problématiques qui sont liées vraiment au- aux apports nutritionnels, parce que ça, c'est évident, effectivement, si on a une anorexie, on a des risques de carence en divers minéraux, en divers oligo-éléments, tout ça. Et donc, effectivement, on peut légitimement se dire que ça va dysfonctionner à d'autres endroits, quoi, hein. Mais il y a principalement ces problématiques organiques qui viennent en premier lieu. Mm. Et d'estime de soi aussi, voilà. Estime de soi, confiance en soi, tout ça. Mais le trauma, on peut le prendre, enfin voilà, je donne, des fois c'est symbolique, parce que des fois on n'a pas trop on voit pas trop les états de choc, mais si on a un accident, on va dire que la voiture c'est notre corps, et là, enfin, le trauma c'est le choc, et c'est la carrosserie qui va prendre Hum, toute la hum, résonance. Eh bien, la conséquence du trauma, plus le choc est gros, hein, enfin voilà, plus on va emmagasiner dans le hum. corps, et après, ben, ça va déréguler dans tout ce que tu viens de nous expliquer. Ouais. Et, euh, et suite à cela, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire en tant que médecin et nutritionniste dans... Alors, il y a un troisième, il y a une troisième partie que tu as oubliée, c'est le conducteur. Ah oui, oui. Voilà, il y a le choc avec le traumatisme, et il y a effectivement le corps avec la voiture, on va dire, qui prend le choc. Mais la plupart du temps, et ça t'es bien placé pour le savoir, mais le conducteur s'est barré. C'est ça, il s'est Le dissocié. conducteur s'est barré en fait pendant l'accident. Parce que bah, c'est un peu sauf qui peut, quoi. C'est Sauf ça. que, bon, on n'est pas des Bernard l'ermite, on peut pas changer de carcasse comme on veut, on change pas de corps, on change pas de voiture non plus. Mais par contre, ces gens-là, ils fuient dans leur tête. Donc, il Mm. fuit tout en haut, bien caché derrière les yeux, un petit peu comme dans les... Alors, je sais plus ce que c'est, mais c'est dans les Transformers ou je sais pas quoi, là, où ils sont vraiment dans la tête des robots et qui pilotent tout ça d'en haut, mais qui n'a aucune conscience de ce qui se passe dans le corps. Et donc, le travail qu'on fait avec le gros et avec les approches fragmentées comme le TIST, comme les approches aussi de somatic experiencing, c'est vraiment refaire ces routes du cerveau, là où le conducteur s'est carapaté pour se protéger, hein, pour vraiment survivre et pouvoir attendre que ça passe et revenir, mais revenir en sécurité dans sa voiture, dans son corps, pour le réutiliser, pour se le réapproprier, pour recommencer à se mettre en mouvement et pouvoir ensuite passer à une autre scène dans laquelle il n'y a pas forcément ce choc, cette situation dangereuse qui va revenir, quoi. Donc, ce qui est important, c'est d'amener de la sécurité, quelles que Oui, soient les méthodes d'approche. C'est ouais. que on ramène, on co-régule devant nos On ne peut patients. pas se tromper parce que finalement, même si, même si à un moment donné, euh, il y a quelque chose, une réaction euh, perturbante ou envahissante ou une réaction de peur, de stress, de peine, de tout ce qu'on veut, ça reste une réaction. Et donc, s'il y a une réaction, il y a un mouvement. Et s'il y a un mouvement, ça veut dire qu'on touche quelque chose qui effectivement était un peu figé au point de départ. Et donc, on avance progressivement et on peut partir de ça. Ce qui fait que ce qui est génial dans cette approche-là, c'est que finalement, et du fait d'être aussi trop mal informé, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce que déjà, sinon, personne ne vivrait en fait s'il y avait des erreurs. C'est moi qui dis ça. Mais, Bah, ce que tu dis, c'est le système d'adaptation face au mais stress. voilà, On va prendre un truc tout simple, mais on est tous
le stress, c'est quelque chose de naturel. Il fait froid en ce moment en France. Je dis ça, je dis rien. On va dehors, on est stressé, on est mal couvert, on met un manteau, système d'adaptation, Mm. voilà, on corrigule et on peut continuer notre journée. Mais il y a un travail d'adaptation au stress. Mm. Oui, oui, d'adaptation et puis vraiment de prise de conscience de sa capacité en fait à gérer tout ça. Les gens sont arrivés euh, jusqu'à un point où ils disent j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui marche, ou en tout cas ça ne me va pas, il faut que j'essaye encore autre chose. Mhm. Donc finalement, c'est bien que tant qu'ils n'ont pas trouvé l'approche qui leur parle, qui leur correspond à eux, de toute façon, ils sont dans une recherche perpétuelle. Et à la limite, alors c'est vrai que les régimes, c'est toujours difficile. Plus on fait de régimes, plus on risque d'augmenter son poids d'équilibre, plus on va sur un trouble du comportement alimentaire, plus on va sur un trouble de l'estime de soi et des problématiques plus larges de vie qui font que bah, le conducteur remonte dans sa tête et s'isole. Mais par contre, il y a un schéma d'expérience. Et si les gens ont réussi à survivre à toutes ces expériences, on va pouvoir légitimement se dire qu'ils seront capables de faire un bout de chemin, mais dans une orientation différente qui va leur permettre de revenir à eux. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne personne, qu'ils n'ont pas trouvé la bonne façon et qu'ils n'ont pas encore compris d'où est-ce que tout ça, ça pouvait venir parce que ça se comprend bien souvent que par une thérapie ou un parcours justement de développement personnel. Mais on ne peut pas aller aussi loin tout seul que si on est accompagné, hein. Et on ne Oui, peut il pas faut aller là où on avoir. n'est pas allé soi-même aussi, hein. Des fois, on peut être. C'est vrai, j'entends, j'ai été voir telle personne, j'ai été voir un médecin, j'ai été voir un psychiatre, j'ai été. Peu importe, psychanalyse, thérapeutes diverses, et ça fonctionne pas. Mais après, moi, je vous invite à quand même aller faire l'expérience, même si vous avez vu une personne qui a bah, les mêmes formations, par exemple, que toi ou moi. Et de continuer vos recherches. Et il y a ce qui est très important, euh, c'est l'alliance thérapeutique et le cadre sécure. Et si vous ne vous sentez pas en sécurité, peu importe qui vous avez en face, eh bien, je vous dirai juste une chose, c'est cassez-vous. Ouais, de toute façon, je pense qu'on pourra même le dire, les gens eux-mêmes ont envie de partir. Oui, mais il reste des fois par sympathie, parce qu'il y a un Oui. professionnel. Donc, Il y a une autre problématique sous-jacente à ça. C'est-à-dire que hum, un patient qui me dit, bah, enfin, voilà, je préfère aller avec quelqu'un d'autre parce qu'avec vous, ça marche pas. Bah, en fait, très bien. c'est C'est OK. une réponse. C'est-à-dire qu'à la limite, presque, je pourrais féliciter le patient Oui, de- d'arriver alors déjà d'arriver à le dire, mais surtout d'aller chercher ce dont il a besoin. Et puis parce que on est toujours la bonne personne de quelqu'un et la mauvaise personne de quelqu'un. oui. Donc, il y a autant d'approches qu'il y a de personnes, qu'il y a de praticiens, et il faut simplement trouver la bonne personne avec qui ça va fonctionner. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises approches. Il y a des approches qui sont plus ou moins complètes que d'autres. Mm, Il y a des approches qui sont plus ou moins bienveillantes que d'autres. mm, Euh, mais il y a surtout une relation qui se construit et qui fait qu'au fur et à mesure, chacun de son côté avance et c'est toujours en mouvement normalement. mm. Normalement. En tout cas, Euh, on va finir sur quelques pistes et puis pour peut-être donner l'envie aux personnes qui me suivent et puis le docteur du truc, Camille, hein. Enfin, moi je l'appelle Camille, mais vous la nommerez autrement, comme on m'appelle Madame Ortiz. Mais en tout cas, il y a elle a fait une page Instagram et puis elle a son site que
Je mettrai en dessous la vidéo. Et donc, pour que vous ayez des informations, parce que, bon, vous connaissez peut-être pas encore le docteur du truc, mais moi, je vous la conseille. J'ai reçu un message, allez, je me lâche sur cette vidéo. J'ai reçu un message sur une recommandation et je veux dire la même chose. J'ai un message où on me demande un rendez-vous et il y avait écrit, vous avez été recommandé chaudement. Et je vous recommande chaudement le docteur du truc. Donc voilà. Donc j'ai pas du tout fait sa pub. Voilà, c'est quelqu'un de profondément humaine que je connais maintenant depuis quelques années, hein, on peut dire maintenant, ça commence. Donc je mettrai toutes les informations. Et sur cette petite aparté, eh bien, on va aller sur les petites pistes pour enclencher, que ce soit Ouais. avec nous ou avec d'autres personnes, hein. Donc, pour traiter le trauma. Et voilà, des fois, quand on mange trop, quand on a une perte d'appétit, quand il y a des TCA, ils se cachent souvent derrière des traumatismes, des addictions. Hmm. Donc, donc je laisse la parole à mon autre, Camille. Mais il y a quelque chose qui est important à rappeler, c'est qu'au point de départ, ce qui déclenche la prise alimentaire, c'est une envie. Mm. Et, et l'envie, c'est pas toujours facile à identifier, c'est pas toujours facile de la comprendre. C'est encore moins facile quand il y a eu des traumatismes et qu'on passe par le circuit court. Et effectivement, c'est il faut pas se mentir et il faut pas avoir peur de le dire non plus. Ça se fait pas en 2 ou 3 consultations. C'est-à-dire que c'est un vrai travail, c'est un vrai investissement sur soi pour se donner la possibilité d'aller mieux. On gère pas des traumatismes correctement en mettant un Kleenex dessus. Donc, sinon, je pense que tu passerais tes consultations à, en fait, juste à être du VRP Kleenex. Ce serait pas. Mais par contre, ce que les gens veulent, c'est un résultat. Mais ce résultat, il faut aussi se donner la possibilité de le construire. Et c'est une vraie co-construction, c'est-à-dire que parfois, ça arrive en consultation qu'on me dise, ben, c'est bien, ça fait 6, 7 consultations, et j'ai toujours pas perdu de poids. Mm. Mais est-ce que vous en avez pris? Non, je pense pas. Bon, c'est déjà pas mal. Et au niveau alimentaire, comment ça se passe? Bah, c'est mieux, je mange tranquillement, je me pose plus de questions, c'est plus spontané, plus fluide, machin, etc. Donc finalement, c'est mieux qu'avant. Ah bah oui, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, c'est plus détendu. Donc en fait, déjà, il y a quand même quelque chose de satisfait de ce point de vue-là. Et après, c'est un travail qui se construit, c'est un, c'est un peu comme un plan d'épargne, quoi. On cotise tous les mois pour aller vers quelque chose qui permettra ensuite d'en avoir les intérêts et les bénéfices. Mais c'est vrai que là-dessus, faut bien avoir conscience que ça se fait pas tout de suite parce qu'il y a tout ce travail justement de désamorçage des réactions de survie, des réactions traumatiques qui ont été mises en place à un moment donné pour justement survivre et Mm. continuer à avancer, continuer avec la partie qui vit normalement, c'est-à-dire celle qui travaille, qui a une vie de famille, qui a une vie sociale, etc. Mais par contre, toutes les parties traumatisées, qui sont en mode veille, elles existent toujours. Et donc, selon les moments, selon ce qu'on rencontre dans la vie, etc., les interactions qu'on peut avoir, ça va venir réveiller des parties traumatisées. Et c'est un travail d'observation. Mm. Euh, et quand on arrive progressivement à identifier, alors bien souvent au début c'est a posteriori, c'est une fois que la crise est passée, mais c'est pas très grave. On prend le temps parce que parce qu'à ce moment-là la réponse est obtenue. On prend le temps d'observer comment ça s'est passé, comment ça s'est enclenché tout ça. Mm. Et au fur et à mesure, ce laps de temps, il devient de plus en plus court jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, on arrive à se dire,
je vais prendre quelque chose et se dire, en fait, je vois ma madeleine, mais j'en ai pas vraiment envie. Ça me Mm. limite presque, en fait, ça me dégoûte parce que physiquement, j'ai pas faim du tout. J'ai fini mon repas il y a une demi-heure. Et se dire, bah tiens, si j'en ai pas envie de cette madeleine, si vraiment c'est pas possible physiquement, s'il n'y a pas de plaisir à la manger et à même la voir, encore moins à la ressentir, c'est peut-être que c'est une réponse automatique à un autre problème. Et là, on peut arriver à se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'ai une patiente comme ça qui a eu des problématiques d'alimentation. Ça allait bien au début de la prise en charge, et puis en fait, à un moment donné, ça a un petit peu dérapé. Et par dérapage, j'entends que elle s'est rendue compte qu'elle mangeait peut-être plus, qu'elle faisait moins attention. Mais c'était tout. Et en fait, en prenant le temps de se poser, de comprendre ce qui s'était passé sur d'autres plans, de la vie personnelle, professionnelle, et puis de la vie sociale, en fait, on est arrivé à la conclusion qu'elle avait été stressée. Bah, un stress gentil, mais un stress. Et donc, effectivement, euh, bah, elle a eu une réponse alimentaire. C'est un système d'adaptation, hein, au stress. Système de régulation, l'alimentation a un besoin d'adaptation. Et donc, effectivement, on en a convenu que, ben, en fait, elle fonctionnait objectivement vraiment comme ça, parce que dans toute son histoire de vie, c'était quand il y avait un coup de stress qu'elle avait des prises de poids et qu'elle avait un problème de régulation alimentaire. Et donc, effectivement, partant de là, ben, le travail s'axe sur la gestion du stress plus que sur l'alimentation. On continue à côté, mais bien évidemment, si le problème c'est le stress, on pourra faire tout ce qu'on veut à côté, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas pas dans le temps. Mm. Donc, c'est comprendre, c'est avoir cette, ce regard un peu d'aiguilleur du ciel pour justement repérer un petit peu tout ce qui se passe. Et plus on fait cet effort-là, plus ça se fait rapidement et sans trop d'efforts, parce que ça devient quelque chose de plus facile. Mais dans ces moments-là, ça implique de justement désactiver cette voie rapide de l'amygdale en mode survie pour passer par une voie plus longue qui va faire un travail d'orientation, un travail sensoriel, un travail de questionnement pour justement recréer un petit peu ces voies de régulation spontanée du stress. Et dans Oui, ces cas-là, on court-circuite le trauma, ou en tout cas cette voie-là. Il y a quand même une réponse à achever à un moment donné, hein, mais comme on s'est posé sur autre chose, on a attiré l'attention sur autre chose, et là, on comprend mieux et on se fait de moins en moins avoir par soi-même. oui. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que, bon, tu le sais, mais notre cerveau, il va chercher une réponse immédiate. Et c'est pas forcément la bonne. Ah non, c'est même jamais la bonne. C'est la bonne au moment où on vit le trauma. Mais après, ce n'est plus la bonne, C'est ça. la plupart du temps. La plupart du temps, oui, évidemment. Mais oui, quand notre cerveau cherche des solutions rapides tout de suite, il pense pas à long terme. Lui, il pense Oui. enfin, automatiquement. Euh, donc moi, comme conseil que je pourrais vous donner, c'est que oui, le docteur du truc a très bien dit, c'est que c'est un travail qui prend du temps. Et souvent, des fois, même, on m'appelle, je ne connais pas la personne. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas son nom. J'en ai pour combien de séances? Je fais une Vous blague, pensez je en vais avoir la pour faire là. Ah, je peux me permettre, on va changer les quatre pneus, faire une vidange et ce serait fait. Donc, on ne parle pas de matière, enfin voilà, on parle pas, on parle d'humain. Et c'est un chemin. Et je pense que sur ce chemin-là, eh bien, il est plus ou moins long. Mais c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est d'être bienveillant envers soi-même et, euh, euh, et d'investir sur soi-même, peu Hmm. importe avec qui, et puis comment aussi. Donc ça peut être par des lectures, ça peut être par des thérapies, ça peut être par le sport, ça peut être commencer une alimentation qui nous convient. Euh, En fait, moi, ce que je dis, alors c'est d'une façon générale euh, en médecine, mais c'est vrai aussi par rapport aux problématiques alimentaires, c'est savoir se poser la question, peut-être parfois en début de journée, par exemple quand on se lève, se dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour me sentir bien. c'est une Et excellente. prendre ces quelques secondes ou minutes, ça dépend du temps qu'on peut avoir, mais
de faire un espèce de scan corporel et de son état un petit peu, de son humeur, son état émotionnel, et de se dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour que la journée se passe correctement. Ça donne déjà un fil rouge ou d'une autre couleur, peu importe. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une ligne directrice et une intention envers soi-même qui est toujours pour quelque chose de doux. Je ne vais pas Mm. dire positif ou bienveillant parce que c'est pas vrai et puis c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais c'est en tout cas avoir une intention à son égard déjà, qui soit quelque chose de valorisant. Et, euh, et parfois, on ne pourra pas y répondre et ce ne sera pas grave, on fera autrement et en fait, on s'adapte. Et dans l'alimentation, c'est pareil. C'est peut-être avant de préparer à manger, si on a le temps, de quoi est-ce que j'ai besoin pour que le repas soit agréable, pour que le repas soit plaisant, pour avoir envie de manger, pour que vraiment ça m'apporte quelque chose, ça me nourrisse. Mm. Et que ça vienne nourrir à la fois le corps, parce qu'il y a un besoin énergétique, un besoin nutritionnel, mais il y a aussi un besoin émotionnel. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de réponse complète à l'alimentation. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut considérer et qu'il faut prendre en compte dans cette approche. Et on n'a pas besoin d'être grand cuisinier ou d'avoir un bac plus 50 en cuisine, en épicothérapie ou je sais pas quoi. Simplement, simplement c'est savoir être curieux à propos de soi et à propos de ce qui nous entoure. Mm. Parce que cette curiosité, elle est hyper importante en fait pour désactiver ces voies de réponse rapides et pour aussi s'ouvrir tout simplement au monde et ancrer cette sécurité-là. Et c'est parfois aussi en ratant hein, et en faisant des choses pas terribles ou en vivant des vrais échecs que finalement on apprend à faire autrement. Mm. Et on apprend durablement par l'expérience. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et, euh, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense mettre des informations en dessous sur le trauma et sur l'alimentation, hein, les conséquences. Et, euh, et puis en tout cas, merci à nos deux communautés. Et puis, bah, ça sera au plaisir, en tout cas, de repartager avec toi, Camille. Mm. Merci à toi. À bientôt, au revoir. Merci.